C'est un petit film qui va introduire la dernière table ronde d'aujourd'hui. L'autre jour, il y a un gars qui me demande t'es quoi, tu vois. J'ai dit, je suis un humain. Bah ouais, j'ai pas de la nationalité, c'est humain. La terre, ça appartient à qui? À personne. On va tous la quitter ou quoi. Au début, je me sentais bien, mais plus le temps il passe, plus. Et maintenant, il y a des régularisations aussi à faire. Donc ça, et que la famille, ça nous manque aussi depuis pas mal de temps qu'on a quitté le pays, on n'a plus de contact. C'est une grande partie du cœur qui me manque. Ça, c'est... Même si on a plein d'argent et que plein de... Tout le monde, il appartient à nous, mais qu'il n'y a pas de famille, de mère, la père, ça n'a pas de valeur, tu vois. C'est un côté où c'est pas payant. Donc cet amour-là, ça me manque. Ouais. J'espère qu'ils vont bien, parce que la frontière, c'est tout le temps bombardée à chaque fois qu'on entend dans le journal. Si le pays, ça se passait bien, qu'est-ce qu'on allait faire ici? Alors, il s'agit d'une table ronde qui va porter sur le projet partagé que l'on peut lire à différents niveaux, au niveau du projet partagé, au niveau éducatif, au niveau scolaire, au niveau du soin. Il s'agit d'un projet investi par chacun, à la fois le jeune et le professionnel qui est en face de lui. Et dans la recherche, on a essayé d'accompagner pour essayer de faire en sorte que ça marche, qu'il y ait une négociation entre les rêves et les contraintes de la réalité, tout en donnant de la force aux jeunes pour continuer et faire face parfois aux déceptions et réussir à continuer à accompagner quand on est éducateur sur le plan éducatif malgré tout. Alors j'avais envie juste de citer un des exemples de la recherche, après je passerai vite la parole à mes collaborateurs. Des exemples de projets partagés, il y avait par exemple Merveille. Alors on a fait plusieurs articles en fait qui sont publiés. Il y en a un sur le jeune Merveille qui est d'origine congolaise, un jeune homme qui avait 17 ans maintenant, qui a bien grandi et qu'on avait rencontré. Alors lui, il était issu d'une famille aisée dans son pays et son père était un politicien qui a dû s'enfuir et il a protégé son fils en l'envoyant indirectement par un parcours indirect en France. Et le jeune Merveille, qui était brillant dans son pays, voulait devenir médecin en arrivant ici. Et il a dû finalement, après une grosse déception, se résoudre à être infirmier, alors même qu'on lui proposait même un autre processus d'apprentissage, un CAP qui n'avait rien à voir avec les soins, mais finalement la négociation a fait qu'il pouvait finalement intégrer une filière infirmière parce que son éducateur a compris l'importance que cela avait pour lui. Et dans un second temps, il prévoyait de reprendre des études de médecine quand il sera posé et qu'il aura les moyens de le faire. Donc voilà un type de négociation qui peut se faire. On a aussi écrit un autre article sur les malentendus culturels où les médiateurs interculturels ont pu éclairer par rapport à la notion de projet partagé, par rapport à un jeune par exemple qui refusait son CAP d'horticulture, un jeune sikh qui disait que pour lui, il voulait bien tout faire, tout, mais sauf horticulture. Et il ne comprenait pas pourquoi on lui refusait son CAP cuisine. Et alors, on comprend durant la recherche que l'horticulture représente pour lui un métier qui ne se fait que dans les basses castes. C'est être en rapport avec les sciences naturelles. Et là, on avait un éclairage que l'éducateur pouvait comprendre. Alors... Donc, je vais juste décrire les différents intervenants et vous passer très vite la parole. On va commencer par Sévan qui, du coup, a participé à la recherche. Alors, tu as aussi travaillé sur la notion de la temporalité, sur les circle tests. Vous avez vu passer tout à l'heure des dessins en rapport avec les circle tests. Donc tu es pédopsychiatre à Avicenne, mais tu viens aussi le jeudi après-midi dans le cadre de notre dispositif et tu vas nous parler tout à l'heure du coup de situations concrètes de la recherche.
Laure, tu as travaillé sur les objets, sur la dimension du soin. Madame Silver du foyer Arfog Lafayette, vous allez nous présenter tout à l'heure brièvement votre structure, mais vous faites partie, je retrouve mes notes, j'étais venue vous rencontrer, voilà, de ces associations qui ont pour mission de protéger, d'encadrer, soutenir, accompagner, guider, éduquer, insérer l'ensemble des jeunes confiés au service, avec une aide dans leur parcours pour devenir autonome, développer le sens des responsabilités. Et Martine Larchambault, qui est responsable de l'équipe éducative d'Or-la-Rue, qui se situe à Montreuil, donc qui constitue une association espace de transition entre la rue et le droit commun. Et je pense que particulièrement au cours de cette table ronde, on va parler dans différentes dimensions de la transition à l'âge de 18 ans et comment faire avec. Voilà. Alors, par qui voudrais-tu commencer, Issam? Je commence par ceux que je connais moins. Peut-être par la pratique, nous dire effectivement comment de la recherche, la même chose que faisaient ces jeunes qui sont à la recherche de beaucoup de choses dans leur itinérance, pour ne pas dire leur errance, cette rencontre avec ces jeunes, donc dans un dispositif, et une pratique qui nous permettra effectivement de dégager des nouveaux mots, des nouveaux concepts et de nouvelles manières de penser le monde, comme le disait Marie-Rose. Alors, du coup, peut-être on va rentrer dans la pratique effectivement de la recherche d'abord avec... on fait ça? C'est ce que tu voulais dire? C'est le passage. Bon, alors, Sévan, est-ce que tu peux nous décrire une des situations de la consultation créée à l'issue de la recherche ou de la recherche elle-même et qui, selon toi, est paradigmatique de la co-construction d'un projet partagé entre l'éducateur et le jeune? Alors, je vais plutôt parler alors, je vais commencer par un jeune qui est devenu ensuite un patient, donc un jeune qu'on a suivi pendant la recherche et qui est ensuite passé dans le cadre de nos dispositifs cliniques avec Fatima Touami, Ramet Rajak et Nelly Massari, qu'on avait mis en place suite à la recherche, puisque la recherche ne se suffisait pas à elle-même pour certains jeunes qui finalement avaient besoin d'une prise en charge et de soins. Et je vais commencer par un échec de prise en charge, qui n'est pas un échec, puisque nous l'avons porté un certain temps, puis nous l'avons perdu. Ce jeune-là, c'était notre premier patient du dispositif clinique, et d'une certaine manière, il est très marquant pour nous. Ce jeune-là, que nous avons suivi lors de la recherche, qui est venu nous voir et c'est lui qui nous disait qu'une seule main n'applaudissait pas, en parlant et qui était venu avec son éducatrice qui était très investie. C'était un jeune Algérois qui était un enfant désœuvré, qui avait eu un accident par la suite et qui avait eu des broches dans les jambes. Donc il avait des douleurs aux jambes. Il a réussi à passer, suite à plusieurs tentatives, et venir à Paris. Il a ensuite été, je vais faire rapide, il a ensuite été amené dans la Drôme, où il était dans une famille d'accueil, où il n'est pas resté puisqu'il a fugué pour revenir à Paris, où il avait son réseau social et où il arrivait à faire un certain nombre de choses qu'il n'arrivait pas à faire dans la Drôme, comme parce qu'il y est arrivé pendant la période du Ramadan et ça avait été compliqué de faire le Ramadan dans la famille d'accueil. Et par la suite, donc nous, on l'a pris en charge dans le cadre on l'a suivi dans le cadre de la recherche, puis on s'est rendu compte qu'il y avait une problématique de dépression et d'addiction. Et nous nous sommes dit qu'au bout des 3 entretiens, au bout de la recherche, on ne pouvait pas le lâcher, et on ne pouvait pas lâcher surtout l'éducatrice qui était venue avec une demande, puisque les éducatrices et les éducateurs qui sont venus avec les patients ne sont pas venus pour la recherche, seulement pour la recherche, ils sont aussi venus avec une demande qu'ils avaient. On ne vient pas par hasard voir des chercheurs qui sont aussi des thérapeutes, et donc cette demande, c'était d'aider le jeune et d'aider aussi à construire un projet ensemble. Ce projet, on a réussi à le construire jusqu'à un certain point, puisque on a réussi à évoquer les questionnements du jeune, à répondre à certains questionnements de l'éducatrice, sauf que la majorité venant, et ça on en reparlera par la suite, la majorité venant, le jeune, nous n'avons pas pu le prendre en charge après l'âge de 18 ans. Il avait fait un vol
de subsistance. Il s'est retrouvé à Fleury-Mérogis. Quand il est ressorti, il avait 18 ans et il s'est retrouvé à la rue. On a continué à le suivre par la suite, mais on s'est rendu compte que sans l'éducatrice qui voulait venir mais qui ne pouvait pas, parce que l'institution ne lui permettait pas et qu'il avait beaucoup de jeunes, eh bien, c'était difficile de continuer à cheminer autour d'un projet. Ça montre vraiment l'importance d'un projet et ça montre aussi l'importance que peut avoir l'éducateur dans le cadre de ce projet, puisque par exemple pour un autre patient qu'on a suivi, on pouvait avoir un éducateur qui, lors de la période où il devait s'inscrire dans un projet avec l'ASE et où l'ASE devait mettre l'aide sociale à l'enfance, allait mettre en place une prise en charge dans un département, et c'était pas encore le cas, il était dans un foyer, donc c'était l'éducateur du foyer. Il a été amené à porter et la demande de soins du jeune, c'est-à-dire qu'il allait faire toutes les explorations somatiques, il passait même le samedi pour faire les explorations somatiques avec le jeune, et le projet que le jeune avait, puisque le jeune avait des demandes. Et donc, dans ce cadre-là, il s'est retrouvé à être très très investi, à suppléer finalement sur beaucoup de places, jusqu'à se retrouver dans une place où donc il était interpellé par le jeune, puisqu'il y avait un vécu d'impuissance aussi, parce qu'il avait ses limites. Et donc, ces interpellations, on a pu les porter dans le cadre du dispositif clinique, effectivement, et l'aider à comprendre pourquoi est-ce que l'éducateur pouvait avoir des moments où il était révolté vis-à-vis de ce jeune, parce que ce jeune ne comprenait pas qu'il avait tout fait et qu'il n'avait pas réussi à arriver à avoir toutes les réponses que le jeune lui demandait, et en même temps pourquoi le jeune pouvait avoir des moments de violence et parfois lui dire par exemple un père ne fait pas ça ou un père ne dit pas ça, ou des choses, des mots assez forts finalement. Et donc on s'est retrouvé dans le cadre, mais on en reparlera juste après peut-être, on s'est retrouvé dans ce cadre-là avec des éducateurs qui étaient dans un cadre de cothérapie élargie, c'est-à-dire qu'ils étaient là avec nous, et ils portaient le jeune et qui nous apportaient quelque chose, et ensemble nous avancions dans le cadre du projet du jeune. Et ça, c'était vraiment important, que de toute façon on n'avait pas le choix. L'éducateur se retrouvait dans cette situation-là. D'ailleurs, cet éducateur était en burn-out, c'est-à-dire qu'à un certain moment il ne voulait plus venir puisqu'il n'était plus capable et qu'il avait un contre-transfert, finalement un contre-transfert, il nous le disait, et donc on a réussi à diffracter tout ça dans le cadre du dispositif, finalement, dans le cadre des différents intervenants avec l'interprète médiateur, mais je vous en parlerai pas plus parce que ça a été brillamment exposé par les médiateurs, justement, porter ces difficultés dans la relation et leur permettre de se redialectiser et qu'il y ait une dynamique qui se remette en place ensemble. Donc c'est vraiment la relation qui est mise en place avec les demandes qui sont souvent différentes, mais pas toujours, de l'éducateur et du jeune, qui vont dans le même sens de toute façon, qui vont dans le sens d'une dynamique. Et donc c'est ça qu'on est amené à porter dans le cadre du dispositif clinique qui a été mis en place suite à la recherche grâce aux résultats de la recherche qui nous ont montré l'importance de co-construire les choses avec les éducateurs et avec les compétences qu'ont les éducateurs. Mais voilà, dans ce que j'entends, vous voyez, l'enjeu, comment un jeune, avec la problématique complexe qu'il a, pourrait nous permettre, va nous contraindre, comment permettre d'aller au-delà de la limite de la chose habituelle, la chose dont on dispose d'une représentation froide, et qu'est-ce qui se trame au-delà de cette limite, au point que j'ai entendu le jeune nous interpeller comme si le jeune est devenu flic à temps partiel. Le jeune qui interpelle au sens de... Oui, c'est ça, au sens de pointer effectivement la chose qu'il fallait saisir. Et je trouvais ça justement vraiment cette créativité, autrement dit, un potentiel de créativité qui se trouve dormant dans chacun de nous, dans chaque dispositif. Et c'est effectivement la situation avec sa complexité qui permettrait à ces arrimages d'ensemble d'ouvrir de ce qui était au-delà de la frontière, avec un nouveau dispositif qui permettrait effectivement d'aider le jeune à transformer sa souffrance en malheur banal avec lequel il peut vivre au lieu de survivre. Alors peut-être qu'on peut enchaîner avec le foyer à Fogg-Lafayette, Madame Silver. Pour vous aussi, de votre côté, comment vous décririez le parcours d'un jeune paradigmatique d'un projet partagé, voilà, donc que vous avez envie d'exposer parce que vous êtes fier de cette prise en charge, et je sais que Madame Pichon, qui est éducatrice, mais elle pourra est dans le public, mais elle pourra compléter dans la suite dans les questions.
Alors, je vous laisse d'abord peut-être dire 2 mots sur votre structure. Oui, une petite présentation concernant le foyer Clermatin-Grégoire, qui est une structure assez récente. On a répondu à un appel à projet lancé par le département de Paris en 2012, concernant une création d'une structure d'accueil pour 50 garçons mineurs isolés étrangers de 16 à 18 ans. Donc nous avons remporté le projet et nous avons commencé par accueillir 28 jeunes. Les locaux n'étant pas disponibles à ce moment-là, nous avons initié une prise en charge un petit peu atypique avec une équipe mobile, et donc ces jeunes étaient hébergés en hôtel meublé situé sur Paris, et donc les éducatrices se déplaçaient vers ces jeunes pour les accompagner dans leur projet. C'est fin 2013 que les locaux disponibles à Arfog-Lafayette ont pu ouvrir leurs portes, et donc les 28 jeunes ont pu intégrer le foyer Clermatin-Grégoire fin 2013. Notre capacité d'accueil était donc de 42 jeunes. Nous n'accueillons que 28 à ce moment-là, parce que le département de Paris ne nous offrait pas la possibilité d'accueillir plus de jeunes, parce que manque de candidats. Donc à ce moment-là, nous avons dû ouvrir nos portes à d'autres départements. Donc nous accueillons des jeunes issus de tous les départements de l'Île-de-France, essentiellement le 92, le 77, le 91. Pour donner un chiffre un peu représentatif, aujourd'hui, 19 octobre, la structure accueille 42 jeunes garçons mineurs isolés étrangers, dont 55% issus du département de Paris. Voilà, donc c'est vrai qu'on a réfléchi à un parcours d'un jeune qui est arrivé, donc on va l'appeler Moussa, qui est arrivé au moment de l'ouverture du service. Il a connu cette prise en charge à l'hôtel avec cette équipe mobile dont faisait partie Chloé Pichot, éducatrice spécialisée, qui va nous présenter un petit peu le parcours de Moussa. Donc Moussa est arrivé chez nous orienté par le SEMNA. Ce jeune avait 17 ans à son arrivée. Il était originaire du Mali. Et c'est ce jeune, c'est lui qui avait pris la décision de quitter son pays dans la mesure où ses parents sont décédés, tous les deux. Donc seul, pour lui, ne voyait pas d'avenir dans son pays. Il a donc décidé et a organisé son parcours pour arriver jusqu'en France, dans la mesure où il maîtrisait la langue française. C'était plus facile pour lui d'arriver jusqu'en France. Et donc il a d'abord été accueilli par France Terre d'Asile et après orienté par le SEMNA, qui nous a orienté ce jeune. Donc ce jeune est arrivé au moment de l'ouverture du service en 2012 et nous a quittés le 20 septembre 2016. Donc là, tout récemment, il est resté donc pratiquement 4 ans chez nous et il nous a quittés parce qu'il venait d'obtenir 21 ans, donc date de fin de prise en charge. Donc c'est un jeune pour qui le parcours a été assez compliqué, notamment sur la question administrative, et c'est un jeune pour lequel on a sollicité 6 fois une demande de contrat jeune majeur auprès du SEMNA. Et donc à chaque fois, le SEMNA nous a reçus, a accueilli le jeune donc avec l'éducatrice et a accepté de renouveler à chaque fois le contrat jeune majeur pour que ce jeune puisse nous quitter dans des conditions à peu près satisfaisante ce 20 septembre dernier. Donc je vais laisser quand même la parole à Chloé qui pendant 4 ans a assuré ce parcours auprès de ce jeune. Elle a été l'éducatrice référente et donc a permis à Moussa de nous quitter dans une situation... Peut-être qu'on passera la parole à Chloé à la fin, au moment des questions. Je referai le lien par rapport à cette situation, mais que vous nous précisiez là même, du coup, ce que vous étiez en train de décrire. Après une prise en charge de 4 ans, comment on fait pour se séparer finalement à 21 ans et comment on fait avec les autres jeunes qui restent au foyer, avec les autres professionnels? C'est pour ça que je voulais passer Ah oui, d'accord. Bon. Parce qu'en effet, c'est vrai que pour l'éducateur référent, mais tout comme pour le jeune, l'éducateur référent représente tout pour le jeune. C'est la personne qui lui permet de s'installer en France, de construire son projet, de repérer un petit peu tous les partenaires qui vont pouvoir continuer le travail engagé par l'AMEX au moment du départ de ses 21 ans. Et c'est aussi un moment un peu compliqué pour l'éducatrice qui, pendant 4 ans, au quotidien, a suivi ce jeune, l'a vu évoluer tous les jours, l'a vu dans des situations difficiles, des moments compliqué et elle a toujours été présente auprès de ce jeune pour essayer de le motiver et de faire en sorte qu'il ne perde pas de vue son projet pour qu'il puisse partir dans les meilleures conditions. Donc en effet, c'est des moments qui sont difficiles. D'ailleurs, ces jeunes ne se séparent pas vraiment de nous, parce qu'on voit bien qu'au moment du départ, que ce soit à 18 ans ou que ce soit à 21 ans, ces jeunes reviennent régulièrement nous voir. On est quand même les seules personnes référentes sur le territoire pour eux. Et quand ils ont des questions un petit peu complexes d'ordre administratif, ils ont le réflexe de contacter leur ancienne éducatrice référente
qui ne peut pas faire autrement que de se rendre disponible et de répondre aux questions du jeune, et donc continue à poursuivre le travail engagé après les 21 ans. Donc ces jeunes continuent à venir nous voir régulièrement et on les accueille. Alors peut-être qu'on passe à Laure, on reviendra, on va faire en interaction. Alors Laure, la notion de projet partagé peut comprendre aussi la dimension du soin psychique, et notamment pour les jeunes les plus vulnérables. Qu'est-ce que tu voudrais transmettre, toi, à l'issue de tes travaux de thèse, ta thèse qui portait sur la dimension des soins psychiques, sur l'initiation notamment des soins psychiques? À quel moment on doit les instaurer selon toi, et sous quelle modalité? Voilà, quel message tu voudrais transmettre à notre public aujourd'hui? Merci. Merci beaucoup Ramette de me poser cette question, de me donner la parole, et je voudrais en profiter pour remercier donc l'équipe de recherche de la Maison de Solesmes et le professeur Moreau pour m'avoir accueilli en tant qu'interne et de m'avoir permis donc de réfléchir pour mon travail de thèse sur cette question complexe du soin psychique donc chez ces jeunes isolés étrangers, parce qu'on voit combien ils sont venus bousculer nos manières de penser et de faire en termes de soins. Hein, on ne va pas faire la même chose qu'avec nos jeunes adolescents qu'on rencontre habituellement. Donc en effet, on a vu à travers le dispositif de recherche, il y avait plusieurs jeunes qui ont présenté des troubles psychiatriques. Le professeur Bobet le rappelait tout à l'heure, tous ces jeunes n'ont pas besoin de soins, mais certains ont présenté des troubles anxieux-dépressifs, des troubles de stress post-traumatique ou des addictions. Et certains qui ont décompensé au moment des 18 ans, au moment de la séparation, pour faire le lien. Oui, tout à fait aussi. Il y en a un qui a aussi décompensé à ce moment-là. Et on a vu que le dispositif de recherche a été réellement un dispositif de transition pour amener les jeunes de la recherche vers les soins. Projet de soins qui a souvent pu être travaillé à la fin du 3e entretien de recherche. Donc, plusieurs messages à transmettre sur cette initiation. Déjà, le premier, c'est qu'il va falloir vraiment essayer de travailler en parallèle avec tous les partenaires éducatifs et sociaux, car on peut se dire, en effet, ces jeunes, ils arrivent, ils sont déjà impliqués dans beaucoup de prises en charge sociales, éducatives, scolaires, et on se dit, on va rajouter encore une prise en charge, rajouter des intervenants. Est-ce que ça ne va pas faire beaucoup? Est-ce que finalement la priorité, c'est pas de se concentrer sur l'apprentissage du français, d'une formation, d'obtenir des papiers? Alors qu'il faudrait justement penser, et c'est là que la méthode complémentariste qui nous vient de l'ethnopsychiatrie peut nous aider en effet à travailler ensemble, à ne pas exclure ni le social ni le soin, mais c'est travailler et le social et le soin sur des temps évidemment différents, mais travailler vraiment une articulation qui va être très très précieuse pour le jeune, car bien sûr on s'imagine bien que si le jeune est pris dans des ruminations anxieuses importantes, dans des reviviscences traumatiques, il ne va pas pouvoir se concentrer sur une formation scolaire, sur l'apprentissage du français, donc c'est important de travailler ça dans un espace thérapeutique. Et à l'inverse, plusieurs études ont montré que instaurer un projet social pérenne, à la fois en termes d'hébergement et en termes de projet de vie future et de scolarisation, c'est plutôt bénéfique en termes de santé psychique. Donc on voit combien le social et le psychique sont extrêmement intriqués. Et cette complémentarité, elle est essentielle parce que ce qu'on a appris de cette recherche, et ça, Sévan Minassian en a parlé tout à l'heure, c'est que vous, les éducateurs, vous avez vraiment un rôle clé, un rôle central pour le jeune. C'est vous qui êtes un petit peu cette mère suffisamment bonne, qui allez présenter un petit peu ce nouveau monde qu'ils découvrent et qu'ils ne connaissent pas, et c'est souvent vers vous qui vont se confier pour la première fois, à qui ils vont confier leurs souffrances, à qui ils vont dire qu'ils ont mal, qu'ils ne vont pas bien, qu'ils n'arrivent pas à dormir, qu'ils se sentent tristes. Donc c'est vous qui allez recueillir finalement ces premiers symptômes et qui allez pouvoir travailler aussi avec le jeune cette demande. Parce que ce qui est important, c'est que le jeune puisse comprendre et s'approprier cette demande de soins qui n'est pas évidente, parce que quand on vient d'une autre culture, d'un autre pays, c'est pas, ça ne va pas de soi d'aller parler à un psychiatre une fois par semaine en tête-à-tête. C'est pas comme ça que ça se fait partout. Donc c'est très important de travailler le projet avec le jeune et qu'il se l'approprie. La troisième chose,
après cette complémentarité essentielle et l'importance de pouvoir travailler la demande avec le jeune et qu'il se l'approprie, c'est évidemment l'importance du transculturel et de l'interprète médiateur. On l'a vu avec le dispositif transculturel, beaucoup de jeunes nous ont confié qu'ils se sont sentis vraiment autorisés, légitimés à parler d'eux, que là leur parole n'était plus sous le sceau de cette épreuve du soupçon dont parlait M. Bricot tout à l'heure, mais qu'elle était vraiment accueillie et reconnue en tant que telle. Donc ça a permis de construire un récit de vie, un récit co-construit avec aussi les éducateurs, un récit partagé. Et donc l'intervention de l'interprète médiateur est essentielle dans ces consultations de pédopsychiatrie ou également avec Fatima Touami, psychologue. Donc c'était vraiment ces trois choses-là que je voulais transmettre, cet aspect de complémentarité, de transculturalité et de respecter aussi la demande du jeune et qu'il se l'approprie. Voilà. Oui, ça me semblait quand même des mots très consistants par rapport à la construction. Lorsqu'on est... je fais le lien entre ce que disait Sévan tout à l'heure, l'échec, je disais dans ce qu'il disait, l'échec tel qu'on le pense en fait dans la langue française, on dit ça a échoué, c'est échec, c'est négatif. Bon, sur le plan psychique, l'échec, c'est bon. Donc, parce que c'est effectivement l'absence de la jouissance. Quand il y a un échec sur quelque chose, autrement dit l'échec de la chose théorique, où tout le monde la pense comme ça, comme préjugé, comme prépensée, comme représentation, et l'échec de cette chose-là, c'est la réussite dans la mesure où le jeune a la subjectivité et avoir sa chose à lui, dans l'échec de tous. C'est comme si il s'agissait effectivement de picorer et de développer avec la personne présente, toutes les personnes présentes, une sorte d'appropriation de ce qui est proposé, de ce qui est présenté, pour que je puisse me retrouver, d'abord être, avant de pouvoir faire un projet. Il me semble le passage du faire à l'être pour que le soin s'inscrit dans un projet, si j'ose dire, de jeunes. Les deux interventions, ça me fait écho, comment on peut être, sans être dans le même lieu, être complémentaire dans la contenance d'un jeune en devenir. Alors la parole maintenant à Hors-la-Rue, qui a été aussi un partenaire de la recherche, pour le coup. Pour Hartford de Lafayette, on aurait bien aimé que vous soyez partenaire, mais on ne vous connaissait pas encore. Et donc, Hors-la-Rue, vous allez peut-être brièvement aussi présenter votre structure et nous dire les impacts éventuels de la recherche-action sur les 3 situations auxquelles vous avez participé. Très brièvement, Hors-la-Rue est une association qui fait toujours partie du dispositif Versini, qui a été évoqué ce matin. On œuvre au repérage et à l'accompagnement de mineurs étrangers en danger en Île-de-France vers le droit commun, la protection, la scolarisation, le respect de ce qu'ils sont, de leur identité, de leur situation de danger aujourd'hui sur le territoire. Ça recoupe énormément de profils et de situations qu'il est très compliqué de détailler aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on fait des distinctions qui sont assez importantes, et notamment dans le cadre de cette recherche, je pense que c'est important de le souligner. Il y a des jeunes qui sont tout à fait demandeurs de protection et en attente de celle-ci. Il y a des jeunes qui sont en nécessité de protection, mais qui, du fait d'une errance physique, psychique, sur plusieurs territoires, ne savent pas ce qu'est une protection et ne sont pas tout à fait prêts à y adhérer. Et puis, il y a ceux qui sont protégés, mais pour lesquels le projet individualisé met du temps à se mettre en place, qui sont hébergés à l'hôtel, qui sont mis à l'abri le temps qu'un juge des enfants confirme la minorité, leurs papiers sont en expertise, etc. Ces jeunes sont dans un espace d'attente. Tous ces jeunes-là fréquentent notre centre de jour qui est situé à Montreuil, où ils sont accueillis sur les principes de l'inconditionnalité, de la libre adhésion, 4 jours par semaine. Il est d'ailleurs assez compliqué pour une équipe éducative de répondre aux besoins de ces jeunes quand on regarde cette diversité de profils et également des âges, puisqu'on accueille des jeunes âgés de 10 à 17 ans. Toujours est-il que quand l'équipe de Babel est arrivée hors la rue pour nous proposer de participer à cette recherche, force est d'avouer qu'on s'est dit, chouette, on va avoir accès à des interprètes gratuitement.
Bah oui, parce qu'en bon opportunisme, on est une petite association, on n'a pas de moyens financiers dédiés à l'interprétariat, ce qui en soi est absolument absurde quand on sait que plus de la moitié des jeunes qu'on accueille ne sont ni francophones ni anglophones et que le passage par la langue maternelle est essentiel dans la construction d'une relation éducative un tant soit peu équilibrée et efficiente. On fait appel à des bénévoles, interprètes, ponctuellement et de manière tout à fait aléatoire. Donc effectivement, pour nous, Babel, c'était une opportunité. Très rapidement, une fois cette poussée d'opportunisme un peu retombée, on s'est retrouvés dans les objectifs de la recherche et on s'est dit, bon, on va essayer d'identifier parmi les jeunes accompagnés à ce moment-là, ceux qui sont, en souffrance psychologique et ceux pour lesquels la relation éducative et ce qu'on leur apporte au quotidien n'a pas l'air de les étayer ou de les aider à exprimer leur souffrance et petit à petit, éventuellement, à en sortir, ou en tout cas à trouver des outils, à les aider à s'accaparer des outils éducatifs qu'on leur propose pour aller mieux, pour essayer d'aller mieux tout du moins. On a donc identifié 3 jeunes, un jeune sénégalais, un jeune pakistanais, un jeune malien, tous entre 15 et 17 ans, qui ont participé à cette recherche. Pour nous et pour les jeunes, je pense que l'impact a été assez évident, même si on n'est pas du tout en capacité de le mesurer sur du moyen long terme. En tout cas, sur du court terme, ce qu'on a pu constater, c'est que le jeune, de 1, est mis en confiance, est plus apaisé dans son rapport à la personne aidante. D'une part, évidemment, parce qu'il va pouvoir s'exprimer et être compris dans sa langue maternelle, grâce à l'interprétariat, mais grâce aussi à l'action de médiation interculturelle dont on a déjà beaucoup parlé, mais aussi par le fait que tout ce qu'il va dire n'est absolument pas rattaché à toute procédure visant à prouver sa minorité et ou sa situation de danger. Ce contexte d'examen, de déni de situation et donc de déni d'identité dans laquelle se trouve la grande majorité des jeunes accompagnés aujourd'hui par notre association, mais également par un grand nombre de collectifs et de citoyens investis dans l'accompagnement de ces jeunes aujourd'hui, ce contexte de communication engendre forcément de la frustration pour le jeune et un repli sur soi. Qui dit repli sur soi dit incapacité à s'exprimer, à parler de soi, à échanger, à être dans la rencontre. Donc on a une personne aidante qui essaye de rentrer en relation et le jeune qui voudrait bien rentrer en relation, mais à chaque fois qu'il s'y autorisait, des obstacles toujours plus importants se sont construits face à lui. Donc pour nous, voilà, la mise en confiance a été vraiment assez évidente. Cet espace de la recherche a été un espace d'expression, de libération de la parole. Le jeune, effectivement, a pu parler de son parcours de vie, mais pas dans un objectif qu'on le comprenne, mais dans un objectif d'expression pure. Voilà ce qu'a été mon enfance, voilà quels étaient mes rapports à mon frère, ma sœur, ma tante, comment je mangeais, mon rapport à ma religion, la place de la religion dans ma vie, dans celle de ma famille, de manière complètement décontextualisée. Et même si c'est vrai qu'hors la rue, on est dans un quotidien avec les jeunes, on est dans un quotidien d'hygiène, d'alimentation, de santé, de projets scolaires, etc., ça peut parfois être difficile pour un jeune de s'exprimer aussi dans le cadre du groupe, d'un collectif toujours foisonnant, toujours très dynamique, toujours très bruyant, de se livrer, d'avoir vraiment un temps pour lui. Donc voilà, ça a aidé aussi les jeunes à prendre pas mal de recul par rapport à leur situation d'urgence. Vu que je l'ai expliqué tout à l'heure, ce sont des jeunes qui ne sont pas pris en charge, qui sont pour la plupart en situation de rue. Ils vivent en squat, ils vivent dans des couloirs de foyers de travailleurs migrants. Ils sont de plus en plus accueillis aujourd'hui par des familles de citoyens, notamment des bénévoles qui s'investissent dans le collectif parisien de soutien aux exilés. Il y a de plus en plus de gens qui se mobilisent aujourd'hui et je pense qu'ils sont nombreux à être ici et je pense que c'est important qu'on puisse aussi au fur et à mesure les écouter et prendre en compte leur expérience parce que même s'ils ne sont pas professionnels, ils sont aujourd'hui des personnes qui comptent dans l'accompagnement de ces jeunes le temps qu'une prise en charge officielle puisse avoir lieu. Justement, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les partenaires que vous mobilisez, comment vous assurez les transitions, qu'est-ce que vous donnez comme outil aux jeunes pour se débrouiller? Comme on travaille avec des jeunes qui sont finalement, on les appelle les ninis, ils sont ni mineurs ni majeurs, hein, ils sont ni tout à fait mineurs ni tout à fait majeurs, ils sont dans une espèce de zone très floue
qui va durer plus ou moins longtemps. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour les jeunes pour lesquels la minorité a été mise en cause par le département, ils vont pour la plupart rentrer dans une démarche juridique de saisine du juge des enfants, comme ça a été expliqué ce matin, en émettant une demande d'assistance éducative. Ces démarches, selon les départements, selon les juges désignés, selon les situations, vont prendre de 1 à 8 mois parfois. Donc pendant toute cette période, les jeunes se retrouvent dans une nécessité de survivre, ce pourquoi bien sûr on fait appel à un grand nombre d'associations et de citoyens, parce que l'idée est que dans cette situation de précarité, dans cette situation d'urgence, le jeune doit continuer à assurer sa survie, et il doit aussi entretenir ou redécouvrir des réflexes d'autonomie qu'il a forcément acquis pendant son voyage, qu'il a peut-être perdu parfois, mais qu'il faut qu'il retrouve, que le jeune soit déclaré reconnu mineur, ou finalement que toutes les démarches n'aient pas abouti, ce jeune devra de toute façon être très autonome ici sur le territoire. Donc on met en œuvre tous les moyens possibles, l'aider à identifier les institutions et les personnes ressources dans son environnement proche et immédiat. C'est très important. Donc évidemment, reconnaître une mairie, une bibliothèque, un centre médical, un centre social, la préfecture, un hôpital, des urgences, tout ça, ça fait partie de l'accompagnement au quotidien. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire seul. Pour nous, il est essentiel que plus le jeune est entouré d'interlocuteurs dont il va comprendre la fonction, ce qui n'est pas toujours évident, plus il aura de soutien, d'étayage dans son parcours, qu'il pourra mobiliser, quelle que soit finalement l'issue des démarches qu'il va entamer. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus ? C'est déjà beaucoup. Quelque chose qui rend quand même difficile cet accompagnement. Bien sûr, plus le jeune est francophone, plus il est éduqué, moins il a de troubles du comportement, plus ça va être facile pour lui, et c'est facile pour personne, de comprendre le marasme juridico-administratif dans lequel la plupart se trouvent aujourd'hui. Nous, on se rend compte quand même depuis 1 an ou 2 et je pense que beaucoup de professionnels et bénévoles partagent ces observations, depuis 1 an ou 2, on se rend compte que de plus en plus les jeunes migrants qui arrivent sur le territoire sont de plus en plus nombreux à présenter des états de stress post-traumatique, vraisemblablement liés, je sais qu'on a beaucoup utilisé ce terme ce matin, nous à Hors-la-Rue on l'utilisait très peu jusqu'à ces dernières années, des jeunes qui ont vécu des événements extrêmement traumatiques pendant leur parcours migratoire, notamment en Libye où ils restent de plus en plus longtemps, et ainsi que pendant la traversée de la Méditerranée. Aujourd'hui, à Hors-la-Rue, on accueille très peu de jeunes. On ne fait pas de quantité, on essaye en tout cas de faire de la qualité. Donc on accueille seulement 15 jeunes par jour sur notre centre d'accueil. Donc c'est rien par rapport à ce que peut faire l'ASE ou à ce que peut faire l'ADJI et d'autres collectifs. En tout cas, aujourd'hui, je dirais qu'à peu près 90% de ces jeunes qu'on accueille ont vécu des traumatismes très forts, ont été témoins et ou victimes de violences extrêmement graves pendant ces séjours, des jeunes qui portent les marques physiques des agressions qu'ils ont subies, des jeunes qui ont vu sous leurs yeux des personnes décédées, et pas seulement des personnes lambda, mais des personnes avec qui ils avaient commencé le voyage, des parents, et que c'est d'autant plus difficile pour ces jeunes de se soumettre à cette évaluation extrêmement rapide qu'on leur demande de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des jeunes, même dans un cadre très protégé, très coucounant, dans la rue, où on leur dit bonjour, on leur dit viens prendre un café, assieds-toi, prends une douche, parce qu'on est sur la libre adhésion et qu'on a le luxe de pouvoir le faire. Même dans ce cadre-là, il est extrêmement difficile de recueillir la parole du jeune, d'établir un lien de confiance avec lui, alors qu'il est dans un état de sidération totale. Il n'est plus en mesure de faire la part des choses, de comprendre ce qui lui est arrivé, et que ça peut être fait, ça peut prendre beaucoup de temps. Et aujourd'hui, on se rend compte que la psychologue qui est à plein temps, et on a beaucoup de chance à Hors-la-Rue, aujourd'hui ne peut plus répondre à la souffrance de bien de ces jeunes, et on fait appel à des services spécialisés comme l'hôpital Avicenne, le service du professeur Bobet, parce qu'on est face à des jeunes qui sont en situation de traumatisme. Et effectivement, le travail de l'éducateur dans ces contextes-là est rendu extrêmement difficile. Je ne parle pas des jeunes qui ont des troubles de comportement, qui ont des troubles addictifs très très forts, et qui, eux, n'ont pas forcément des problèmes pour prouver leur minorité, mais plutôt pour adhérer au type de protection qui leur est proposé, et qui n'est souvent, en tout cas, pas suffisamment contenant pour ces jeunes.
Désolée de faire un constat si négatif, mais je précise quand même qu'à Hors-la-Rue, on n'a forcément que les jeunes qui sont dans les situations les plus compliquées. On a un petit peu les patates chaudes, hein, les jeunes qui ont été tapés à toutes les portes et qui ne trouvent pas de solution, ils arrivent chez nous et on sait très bien que pour de nombreux jeunes, ça se passe mieux. C'est pas ceux qui arrivent chez nous. Bravo en tout cas pour ce travail et votre engagement. Et ça montre l'importance, ça montre l'importance effectivement des différents partenariats éducatifs et lieux de soins. Laure, tu disais très justement que finalement, et c'est ce qu'on a fait dans nos dispositifs, on implique activement l'éducateur qui reste quasiment du début à la fin de nos prises en charge pour qu'il porte les choses et que tout le monde parle le même langage, que chacun comprenne dans quel sens on va, comprenne la même direction des fois par des chemins différents mais qui sont complémentaires. Voilà, donc ça fait partie de nos niveaux de dispositifs. Allez-y, bien sûr. Juste une toute petite chose, parce que je pense qu'on est nombreux à constater que les jeunes, comme je l'ai expliqué, ne comprennent plus qui s'occupe d'eux en fait. Il y a des médecins, il y a des militants, il y a des bénévoles, il y a des éducateurs par-ci par-là, et que ce temps de non prise en charge ou d'attente de prise en charge s'étend aujourd'hui à peu près entre 6 mois et 1 an pour beaucoup de jeunes. Ils ont tendance à nous prendre comme leur éducateur gardien. Ils ont tendance à exiger de nous une vraie prise en charge, et nous on passe notre temps à les répéter. On vous accompagne. On est censé à Hors-la-Rue être un sas entre la rue et le droit commun, mais aujourd'hui les jeunes nous demandent un projet éducatif en tant que tel, parce que c'est ce dont ils ont besoin, et on sort un petit peu de notre mission, et je pense que Médecins du Monde a les mêmes problématiques. Il y a des structures qui existent et qui sont là pour prendre en charge ces jeunes. Nous, associations, on est juste là pour faire l'intermédiaire, et il faut qu'on puisse retourner à notre mission initiale qui est justement de pallier le temps que le projet en tant que tel puisse se mettre en charge et ne pas se substituer à la prise en charge institutionnelle telle qu'ils ont droit. Alors, dans ce contexte, il y a aussi des nouveaux types de partenariats que vous avez évoqués à la fois, quand on s'est parlé en aparté, à Arfok de Lafayette et autant à Hors-la-Rue, qui sont ces jeunes, les jeunes étudiants qui sont bénévoles et qui veulent faire du parrainage et qui peuvent être des partenaires intéressants dans la transition, justement, pour assurer une continuité après l'âge de 18 ans. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot, justement, Madame Alors, César ? c'est vrai qu'on essaye de développer tous ces partenariats parce que, pour rebondir à ce que vous dites, nous, on est dans une prise en charge plutôt pérenne. Ces jeunes peuvent rester 4 ans chez nous, mais au moment du départ, ça ravive chez eux des blessures, ils se remémorent le parcours qu'ils ont dû faire et toutes les séparations auxquelles ils ont dû être confrontés pour arriver jusqu'en France. Et au moment de séparation avec leur éducatrice référente à l'âge de la majorité ou à l'âge des 21 ans, parfois on peut voir des jeunes qui tombent dans un processus de régression et qui n'arrivent plus à mettre en place des démarches, même si on les accompagne, parce que pour eux, la question du départ, c'est trop compliqué. Et bien souvent, ils nous renvoient le fait que « mais vous êtes ma seule famille ». Si je pars, qu'est-ce que je deviens? Et donc, c'est vrai que la question du partenariat, elle est essentielle pour ces jeunes. Alors, il n'y a pas toujours les moyens. Donc, c'est vrai que nous, on fait beaucoup appel à des bénévoles. On a la chance d'être sur un lieu où il y a une congrégation religieuse, où il y a un EHPAD. Donc, on essaye de faire appel un petit peu aux personnes de la maison de retraite, aux religieuses qui viennent aider aussi ces jeunes, et notamment à des jeunes étudiants qui font partie du Rotary Club, qui viennent aussi qui ont du temps à donner, donc ils choisissent des missions particulières, et souvent ils nous choisissent pour accompagner ces jeunes dans un parcours plus pour une aide aux devoirs, ou une aide pour des sorties culturelles à l'extérieur, parce que l'équipe éducative du foyer Claire-Matin-Grégoire est vraiment mobilisée par le parcours du jeune et le projet individuel du jeune, et donc peu de temps pour tout ce qui est le quotidien, les sorties culturelles, tous les temps autres qui sont très importants dans la prise en charge. Donc on s'appuie sur ces bénévoles. Et là récemment, on a rencontré France Parrainage, donc qui propose quand même pas mal de pistes assez intéressantes qu'on va exploiter là prochainement, et notamment la question du parrain ou de la marraine pour un jeune, pour que ce jeune puisse être suivi tout au long de son parcours, mais aussi pour après le parcours. Ces parrains peuvent les aider
difficultés dans leur parcours de recherche d'emploi, dans leur parcours du combattant par rapport à toutes les démarches administratives. Et donc, ces parrains vont se mettre en place à partir du moment où le jeune est accueilli chez nous, mais pourront aussi, très certainement, et on l'espère, c'est comme ça qu'on souhaite en tout cas construire ce partenariat avec France Parrainage, continuer à travailler l'après 21 ans ou l'après 18 ans, et que ces jeunes ne se retrouvent pas seuls et isolés, sans plus personne. Voilà. Merci. Issam, je te laisse résumer un peu cette table ronde. Peut-être que Sévan, tu aurais voulu rajouter quelque chose aussi, non? Je trouve ça passionnant, justement, la diversité des mots et des propos et des concepts et des techniques. Je trouvais qu'effectivement, à quel point ces jeunes, pour grandir, ils doivent nous faire grandir à la fois, pour qu'on puisse faire élargir et ouvrir nos catégories nosographiques, ouvrir aussi nos partenariats et permettre justement une tentative de refaire le monde, en fait, en quittant leur famille naturelle, les familles dans les langues, les différentes langues. Ils trouveront des familles concepts, familles techniques, justement, pour s'appuyer, pour voir. Et moi, au fur et à mesure, j'écoutais effectivement les intervenants. Je disais, c'était une initiative assez heureuse, je veux dire, comment, dans cette diversité des langues, de parcours, de jeunes aidés, comment on peut penser justement cette diversité dans une perspective transculturelle, justement pour éviter le risque transculturel et l'usage utilitariste de l'autre qui posera le problème justement de devenir. Et dans cette perspective, je pense, les expériences sont diversifiées et j'ai dit dans leur complexité, pour nous montrer comment grandir, comment les jeunes peuvent grandir en dehors de leurs repères culturels et familiaux. C'est comme si effectivement cette nouveauté était à la fois aussi un début pour qu'on puisse repenser d'où on vient et où est-ce qu'on va dans ce monde de demain, avec ces jeunes qui nous poussent vers un lendemain meilleur. Alors, merci beaucoup pour les intervenants de cette table ronde. On va passer, oui, on peut applaudir, on va passer la parole après au public pour 2 ou 3 questions. Peut-être en premier lieu, parce que je l'avais promis à Chloé Pichon quand même, qu'elle puisse compléter. Vous levez la main, Chloé Pichon, pour qu'on vous repère, qu'on vous passe un micro, juste compléter l'exemple de projet partagé, voilà, Arfog Lafayette. Donc effectivement, je suis éducatrice au foyer Clermatin-Grégoire depuis maintenant 4 ans. L'ouverture, quand on parle de 4 ans de prise en charge pour un jeune, ça peut paraître extrêmement long, mais ça peut paraître aussi extrêmement court quand on partage le quotidien avec lui. Et quand on sait par exemple que pour ce jeune, sur les 4 ans, le projet de régularisation a par exemple pris 3 ans, que le jeune était dans une formation professionnelle et que malheureusement derrière les choses n'ont pas pu continuer parce que la régularisation n'était toujours pas là. Pour des raisons, voilà. Et je pense que c'est important pour nous de pouvoir faire appel à des partenaires extérieurs, notamment par rapport au SEMNA qui a accepté de continuer avec le jeune dans son projet, de le soutenir, parce que sinon je ne vois pas comment on aurait pu faire. Qui nous a mis aussi en contact avec une avocate qui a permis aussi de démêler les choses au niveau administratif, parce que d'une place d'éducateur, à un moment donné, on ne peut plus agir sur ces choses-là. Donc voilà, et aussi pour les préparer à la sortie, parce qu'effectivement, voilà, c'est des choses qui arrivent vite, et il faut au maximum que le jeune soit préparé à ça et repère les personnes à l'extérieur sur qui il pourra compter après la sortie du dispositif de l'ASE et donc de notre structure. Donc voilà. Il y a un bras levé là-bas. Je suis Sylvie Voisin, je suis éducatrice, mais pas avec des mineurs, mais avec des tout-petits. Mais la question que je me posais, c'était est-ce que ça vous est arrivé de prendre en charge, d'avoir une mineure isolée qui arrive enceinte et qu'est-ce qui se passe et comment... Voilà, la question que je me posais. Est-ce que vous l'adressez à un interlocuteur particulier? Enfin, je peux essayer de répondre, mais qui veut répondre?
Je compléterai. Moi Ouais, aussi. je ne peux pas répondre parce que nous, on n'accueille que des garçons. Donc, en effet, je n'ai jamais été confrontée à cette situation. C'est vrai qu'au final, au niveau des proportions, il y a 9 garçons pour une fille, il me semble, dans les proportions, si je ne me trompe pas. En tout cas, pour ceux qui sont recueillis à l'ASE. Hors la rue, enfin Madame Archambault. On a eu plusieurs situations. Alors c'est vrai que ça peut être un élément de vulnérabilité supplémentaire qui, en général, favorise la rentrée, enfin la mise sous protection de la jeune fille. Il y a eu quand même de nombreux cas où finalement la question de la minorité était un petit peu moins latente que la situation de vulnérabilité. Une jeune femme enceinte à la rue, il faut qu'elle soit protégée. Bon, qu'elle ait 17 ou 19 ans, finalement, l'institution est un peu moins regardante, et tant mieux. Mais on a également une autre situation d'une mineure isolée de 17 ans, alors pas enceinte, mais avec un nourrisson. Et l'institution a protégé le nourrisson, mais pas la maman. Bon, heureusement, on a pu mobiliser d'autres institutions qui ont veillé à ce que les deux bénéficient d'une protection, mais c'est vrai qu'on avait un peu regretté notre signalement, parce qu'on s'attendait à ce que les deux soient protégés et pas seulement le bébé. Voilà. Tout peut arriver. Comme ça pourrait aussi être un, comment dirais-je, bien sûr qu'un facteur de vulnérabilité, ça pourrait être aussi une tentative de l'emporter sur les difficultés, parce que être mère ou être père, c'est être adulte dans certaines cultures. Même si on n'a qu'un 16 ans, le simple fait de reproduire la vie, ça permet à la personne de se penser comme adulte, et parfois même plus adulte qu'un juge qui n'a pas d'enfant. Ça m'est arrivé comme ça des situations où le fait d'être mère ou d'être père pourrait aussi permettre une énergie insoupçonnable pour reprendre effectivement une prise en charge atypique, comme vous dites. Et c'est aussi selon les ressources culturelles des enfants, parce qu'ils peuvent faire des choses parfois étonnantes. Et dans l'étonnement, il peut y avoir une issue salutaire face à la limite d'un dispositif ou d'une prise en charge. Moi, j'en ai eu plusieurs dans le milieu du soin. Il se trouve qu'en plus, je m'occupe de la liaison à la maternité Port-Royal et que je m'occupe aussi des mineurs isolés étrangers par ailleurs. Donc, j'en ai eu vraiment plusieurs dans mon expérience clinique. Alors, on a eu des situations où on les intitulait les doubles OPP. Donc, effectivement, on a protégé à la fois mère et bébé, mais vraiment dans une optique de bienveillance et les accompagner les deux. C'était des réunions, on faisait des réunions de synthèse où il y avait énormément de personnes pour essayer d'être créatifs et trouver des moyens de trouver un CRS pour la maman, un éducateur, mais vraiment pour que la maman ne se sente pas seule et pas dans le but de remettre en question ses compétences. Où on essayait aussi de mettre en place une approche transculturelle où souvent les mamans s'autorisaient un peu à régresser dans cet espace où elles retrouvaient une place d'adolescent parfois, un peu parce qu'on a un peu une maternelle attitude, une attitude contenante qui permet un petit peu cette régression, mais par ailleurs on voyait que elles pouvaient avoir des compétences d'adultes, de mères vis-à-vis de leurs enfants, mais on travaillait beaucoup, pour le coup, on jouait le rôle de commère, des mères avec, et on essayait aussi de lever les malentendus culturels, notamment j'ai eu plusieurs mamans nigérianes dans la manière de porter leur bébé, alors du fait de leur jeunesse, mais aussi du fait qu'on ne savait pas trop ce qui leur avait été transmis dans les manières de s'occuper des enfants, on ne savait pas trop ce qui était du registre de la non-transmission et ce qui était du registre de la... du malentendu culturel, des différentes manières de faire dans les techniques de maternage. Et donc là, on pouvait apporter un éclairage. Mais c'était des situations, effectivement, qu'il a fallu porter longtemps, qui sont souvent bien finies. D'autres questions ? Oui. Il y en a au fond. Oui, en fait, moi, j'intervenais pour dire simplement que, effectivement, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, et notamment sur un personnel, des travailleurs sociaux, des médecins, des médiateurs, enfin bref, tout cet arsenal qui s'est mis en place pour étudier cette problématique. Je ne vous vois pas, est-ce que vous pourriez juste vous présenter ? Oui, je peux me présenter ? Oui, je peux me présenter. Dites juste votre profession. Non, je suis bénévole à l'ADJ. Voilà, excusez-moi, je ne vois pas où vous êtes, mais allez-y, continuez. D'accord. Et donc oui, je disais que je vois qu'il y a effectivement un personnel très formé, à cette problématique des mineurs isolés, compte tenu de leur parcours, leurs difficultés, etc. Et leurs problèmes, leurs traumas dus à l'exil, mais aussi à leur arrivée en France, etc. Donc ça, c'est vraiment, j'ai appris effectivement beaucoup de choses aujourd'hui. La question que je me posais, c'est de savoir à combien de jeunes ça pouvait s'appliquer.
Lorsque je sais que, par exemple, alors sur Paris, hein, un travailleur social a environ 30 à 35 jeunes à s'occuper. On n'arrive pas très bien à vous entendre. Excusez-moi, madame. Alors, je ne sais pas s'il faut que je le mette plus... Ah oui, là, comme ça, c'est mieux. Oui. Bon. C'est beaucoup mieux. Je me demandais si toute cette panoplie qui est vraiment très très bien, hein, par contre, pour le coup, il y a des recherches qui sont faites sur cette problématique, et notamment sur ces jeunes qui ont un parcours complètement atypique, quelque chose qu'on n'a pas connu il y a au moins 20 ans. Eh bien, tout ça, c'est très bien. Seulement, la question que je me posais, c'est à combien de jeunes ça peut s'appliquer, sachant que, alors, il y a des problèmes de moyens derrière que je pose très concrètement, sachant que d'une part, sur la ZEE de Paris, un éducateur ou un référent à peu près 30 à 35 jeunes à s'occuper. Donc je ne sais pas comment tous les jours on peut suivre ces jeunes, d'autant que bon nombre de ces jeunes sont également logés en hôtel, donc c'est aussi très problématique. Donc voilà, ça c'est une question. Quand par exemple aussi on a des éducateurs sur Paris qui ne sont pas en mesure de travailler avec le jeune, leur projet et leur contrat jeune majeur, et donc ils sont renvoyés sur une autre structure pour effectuer cette demande de prolongation au titre de l'aide sociale par le contrat jeune majeur. Et puis aussi le problème de la scolarité, car effectivement, si l'ALTI s'occupe, enfin plus particulièrement ou reçoit plus particulièrement les jeunes qui sont refusés par la DAZES, donc par la ZEE de Paris, ces jeunes sont refusés depuis le 1er janvier 2015 à la scolarité, c'est-à-dire qu'on leur refuse l'école publique. Résultat, ils peuvent attendre 6 mois, 1 an, voire plus, selon les recours juridiques auprès du tribunal pour enfants, auprès de la cour d'appel ensuite. Et donc là, oui, mais excusez-moi, je voudrais aller, si ça vous ennuie pas, je voudrais aller jusqu'au bout. Et donc, ça entrave complètement leur avenir, quoi. Parce que 1 an pour des jeunes qui ont plus de 16 ans, eh bien, il est évident qu'il va être très difficile de pouvoir construire un projet avec eux si pendant 1 an ils se sont retrouvés à la rue, dans une survie, et puis ensuite, enfin, peut-être être pris en charge par une décision juridique, et donc arriver à ce moment-là, eh bien, ils auront perdu 1 an et sans doute toute chance de pouvoir obtenir un projet et en tous les cas un avenir avec des papiers. D'accord. Merci de soumettre ces questionnements pertinents. Tu veux commencer à répondre? Vas-y. Non, voilà, effectivement, le récit est bien construit. C'est un projet. Quand on est effectivement dans le projet, comment accompagner effectivement le projet pour que ça aboutisse, effectivement. Et donc, le projet, il ne faut pas que ça échoue. Mais il y a certaines choses, quand ça échoue, ça montre effectivement la réussite que parfois on ne le pense pas quand on est tous dans la souffrance. Et j'étais content aussi d'introduire effectivement la notion de bénévole. Le bénévolat, c'est aussi effectivement quelque chose dont on a besoin, qu'il va falloir peut-être le repenser en France, parce qu'on a des institutions qui émergent dans la présence de ce qui n'a pas été pensé au préalable. On dit, on n'a pas pensé effectivement qu'il va y avoir des mineurs isolés étrangers, que certains peuvent appeler des jeunes isolés étrangers. La nomination en elle-même, elle est aussi une tentative de trouver quelque chose d'adéquat. Donc le bénévolat en France, ça pourrait s'organiser pour permettre aux institutionnels et des professionnels de travailler ensemble d'une manière non utilitariste. Voilà, c'est ce que je pourrais effectivement ajouter à ce que vous avez dit comme des propos dans cette perspective de contenir celui qui vient d'ailleurs pour qu'il puisse manger chez l'autre. Je dirais juste par rapport à la difficulté au niveau des moyens, après on passera à une dernière question, c'est justement pour ça qu'on a parlé de compétences transculturelles et qu'on avait le désir de former le plus de personnes possible, en réactivant aussi les compétences que même les gens ne pensaient pas forcément avoir parce qu'ils avaient tellement de travail, il y avait un risque d'épuisement professionnel, qu'ils ne savaient même pas qu'à force ils avaient réussi, ils avaient acquis une expérience et qu'il y avait des outils très simples qui seront d'ailleurs dans le Vademacom qu'on peut utiliser pour créer du lien de bonne qualité. D'où l'importance que ces compétences transculturelles se transmettent sans forcément directement faire appel à une autre équipe, à faire
trop vite appel à une équipe de soins, une équipe d'expertise transculturelle, à une équipe de médiation, c'est bien aussi, mais dans les situations où d'abord on aura essayé par d'autres moyens et qui peuvent se transmettre aussi par des formations en province ou sur Paris par rapport à toute cette population de jeunes isolés étrangers qui est importante. Une dernière question pour la salle, de quelqu'un qui a été désigné de ce côté. Oui, c'est bon. Je suis éducateur spécialisé, j'essaye d'être responsable d'un service de protection de l'enfance dans un département limitrophe. Juste 2 mots, puisque c'est très court, donc je ne poserai pas de questions, mais je voulais rebondir sur ce que disait, parce que vous avez tous dit la nécessité de l'accueil, et je suis ravi qu'il y ait toute cette énergie mise à réfléchir à l'accueil de l'autre. Et puis j'avais juste un sentiment, depuis ce matin, je me disais, il y a des isolés encore plus isolés que les autres, si j'ose dire, et dont je pense on a du mal à parler. Je crois que c'est monsieur Bobet qui parlait du refus d'accueillir, quelque chose comme ça. Et je pense en fait aux mineurs isolés qui viennent, en tous les cas ceux que j'ai croisés, qui viennent du Maghreb, qui sont mineurs isolés à Marseille, et qui peuvent pas revenir puisqu'ils ont été bannis de la famille parce qu'homosexuels. C'est-à-dire que, et je dis ça parce que en fait c'est pour rebondir sur la dernière intervention sur les ninis, et ceux-là ils sont définitivement ninis. Et il n'y a pas de retour possible, et j'étais content que l'ancienne défenseur des enfants ce matin dise il faut quand même penser à la question éventuelle du retour. Ceux-là, il va falloir qu'on s'en occupe un peu, nous. Alors je sais qu'il y a le refuge qui est sur le coup, et je suis ravi, mais nous les travailleurs sociaux, il va falloir qu'on accepte peut-être de les rencontrer sans trop qu'ils nous fassent peur. Ceux-là, voilà, c'est tout. C'est une question importante, effectivement. Est-ce qu'il y a des problématiques prioritaires, des problématiques plus pertinentes que d'autres? Je pense que la question se pose d'abord comme préjugé, parce que les représentations et les préjugés sont là. Et je pense que c'est nécessaire qu'ils soient là, parce qu'on ne peut pas rencontrer l'autre comme ça sans préalable. Mais le préjugé, le sentiment qu'on a à l'égard de telle chose est beaucoup plus affreuse au Maghreb qu'en Autriche ou qu'en Lituanie. C'est des choses importantes, mais quand même, ce préjugé, peut-être par rapport à telle pratique ou telle chose, il faut l'avoir présent, mais que ce soit provisoire dans la mesure où ça permet de passer à autre chose. Et c'est dans la rencontre effectivement avec le jeune, avec la personne concernée, qu'on pourrait effectivement traverser cette chose qui parfois utilisée comme leitmotiv ou pour justificatif pour dire je suis plus prioritaire que d'autres, mais il faut accepter et effectivement sans admettre. Autrement dit, il ne faut pas que les jeunes ou les petits ou l'autre fassent la règle avant même qu'il y aurait une règle. C'est cette spécificité. J'ai entendu tout à l'heure des thématiques qui pourraient éventuellement transformer un jeune ou en patate chaude. J'ai entendu le mot patate chaude. Effectivement, ce sont des termes parfois très problématiques lorsqu'on utilise des termes comme le mariage forcé ou comme c'est des représentations qu'on a à nous les adultes. Et l'usage des jeunes ou dans la tête des jeunes ou dans d'autres cultures ne sont pas pensés de la même manière. Lorsqu'on dit mariage, c'est tout ce qui vient après, ça abrase mariage forcé. Il n'y a pas de mariage que ce soit pas forcé. Parce que c'est mariage. Même le mariage d'amour est forcé par l'amour. Donc c'est des choses importantes, que ce soit l'homosexualité, ou l'excision. C'est des termes parfois, disons le terme en soi, risque de nous enfermer d'une manière épouvantable, et après on va utiliser la chose comme quelque chose de... C'est pour ça qu'il faut être prudent et être avec les autres pour qu'on ne fasse pas un usage utilitariste de la souffrance de l'autre. Bon, on va remercier tous les intervenants de cette table ronde et on va passer au dessin de Pavot. Avant de conclure... Oui, effectivement, vous projetez mes derniers dessins. Juste avant, puisque vous êtes plusieurs à m'avoir demandé s'il était possible d'acheter mon album, malheureusement, c'est pas possible dans l'enceinte de l'Hôtel de Ville, donc je fais juste ma promo 2 secondes, en disant que vous pouvez retrouver mes âneries sur une page Facebook qui s'appelle La Page de Pavot, tout simplement, dans laquelle on peut télécharger un bon de commande pour ceux qui veulent vraiment acheter mon album, ce serait sympa. Voilà. Donc je vais vous montrer mes derniers dessins. Le premier, il fait référence à Merveille, ce jeune homme dont Ramet Rajak nous a parlé. Voilà.
voilà, c'est pour évoquer les promesses d'avenir auxquelles il a cru et la réalité des obstacles qu'il a dû gravir. Alors ensuite, j'ai fait un dessin pour évoquer une actualité pas si lointaine, mais que bizarrement les médias semblent avoir un peu oublié, c'est étrange. Il y est question de frontières qui se traversent avec plus de fluidité que d'autres. Voilà. Ensuite, j'ai un dessin qui reprend le terme, l'intitulé de la journée, où il est question de poser sa valise, et pour dire que poser sa valise, ce n'est qu'une première étape. J'ai encore 2 dessins. Un dernier qui parle du travail thérapeutique avec un jeune mineur isolé. Et puis enfin, peut-être que je vais la faire rougir, mais je voudrais faire un dernier dessin pour remercier Marie-Rose Moreau. Alors elle, je ne vais pas demander son autorisation. Je pense ne pas trahir de secret en disant qu'elle a été elle aussi une petite fille migrante, et lorsque l'on connaît son parcours et sa carrière, j'imagine que ça a de quoi inspirer les petites filles qu'elle rencontre aujourd'hui. Donc voilà, je voudrais la remercier et vous dire au revoir à tous. Fatima, tu me rejoins pour commencer la conclusion. Il y aura une conclusion en 3 temps. Donc première conclusion de la recherche et de cet après-midi par Fatima et moi-même. Ouais, on va s'installer là. Ensuite, ce sera Marie-Rose Moreau, Thierry Bobet et Monsieur Raymond. Et enfin, nous conclurons en chanson par Chanto. C'est dur à dire. Nous croisons nos micros. Là, c'est bon, ouais. Croisons nos regards, croisons nos micros. Donc, pour faire rapide, on aurait plein de choses à dire en réalité au niveau des répercussions de cette recherche, des impacts que ça a eu. Alors, au niveau de nos pratiques, on a créé un dispositif dont tu vas nous parler, Fatima, qui est au centre Babel à l'hôpital Cochin sur la maison de Solène. Donc par le centre Babel on peut se déplacer, mais sinon à la maison de Solène sur place. Donc on n'est plus chercheur mais on est clinicien, un binôme, un médiateur interculturel, l'éducateur et le jeune. Tu vas nous en parler un peu plus en détail. À l'issue de la recherche aussi, on a créé le Vademacum, donc pour transmettre les ingrédients d'une rencontre réussie. Vous verrez que les jeunes, si vous avez déjà commencé à le feuilleter, sont représentés aussi, parce qu'on y tenait à ce que les jeunes soient représentés, donc à la fois dans les films, mais aussi sous forme de citations de la recherche. Donc c'est un guide qui est qui est émaillé de citations. Voilà, avec une anonymisation. Et c'est un outil qui a été dirigé avec l'aide de la ville de Paris, qui a été un vrai travail de collaboration. Et je remercie d'ailleurs l'équipe de Flore Capelier par rapport à ça. On parlait ce matin aussi de la dimension de l'accueil en France, mais qu'il fallait l'élargir à la dimension européenne, et j'avais envie de dire que aussi dans le cadre de la recherche, c'est une recherche qui pourra avoir ses suites dans la dimension européenne, puisqu'on a eu des propositions récemment, et que c'est une question effectivement qui touche d'autres pays voisins, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, et on va coordonner nos manières de faire. Finalement, on se rend compte qu'on est tous dans les mêmes axes de pensée, mais qu'on faisait nos travaux dans des terrains différents, et là on va se coordonner ensemble. On va bientôt faire un article récapitulatif de tous nos travaux de recherche. Là, j'avoue, je suis un peu frustrée, j'aurais bien voulu qu'on parle un petit peu plus des objets de la recherche, qu'on les passe ici, mais il y a eu des objets qui ont été amenés par les jeunes, alors ou qui ils les ont pensés parce qu'ils viennent dans leur valise, ils n'ont rien dans leur valise, dans leur trajet, ils perdent les choses ou ils n'ont pas pu apporter des choses, donc des fois c'était des objets en imagination, mais c'était incroyable la richesse que ça apportait. Parfois, ça avait une dimension thérapeutique.
Et donc il y en a un jeune par exemple qui nous a apporté 3 fois le Coran, une jeune qui nous a apporté un pagne, et du coup on a construit son projet partagé en rapport avec ce que ce pagne voulait dire, et c'était en lien avec le commerce. Voilà, et c'était un pagne qui venait de passer. Il y aurait plein d'exemples comme ça à citer. Voilà. Alors Fatima, je te laisse dire le dispositif NAMI. Oui, parler du dispositif NAMI qui est un dispositif important parce qu'il travaille sur la question de l'accueil, mais surtout du maillage et du travail interinstitution. Et je crois que ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'était vraiment la nécessité d'une prise en charge plurifocale et des dispositifs de contenance et de médiation. Donc il y a le groupe thérapeutique du jeudi après-midi, important à la maison des adolescents, cette belle maison qui accueille avec une équipe de thérapeutes métissés dans la langue, avec l'éducateur référent, mais aussi un projet en amont qui est le projet Médialliance, qui est une instance en amont et complémentaire avec le soin, aussi bien pour les mineurs isolés étrangers, mais aussi pour toute la question de la protection de l'enfance. Quoi dire pour conclure? Je pense que vraiment il s'agit de repenser ensemble notre démarche, nos choix des dispositifs mis en place, leur régulation, en réfléchissant à nos rapports mutuels, à nos positionnements groupaux et institutionnels qui se manifestent en résonance avec nos cheminements individuels et notre groupalité. Il faut vraiment que nous arrivions ensemble dans un portage à transformer la négativité en potentialité et en créativité. Haraga, mineurs isolés étrangers ou autres, ils sont les adultes de demain ou les monstres de la mondialisation. Pour terminer, si vous voulez bien, en pensant particulièrement à un jeune mineur isolé pour lequel on n'a pas réussi à l'aboutir, si ce n'est un accompagnement peut-être au tarmac pour prendre l'avion, que j'appellerais Ibn Battuta comme le grand voyageur du monde arabe, je voudrais faire 2 citations. Cette citation de Frantz Fanon qui disait que chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Et une autre citation que j'aime beaucoup d'Hannah Arendt qui disait « C'est justement pour préserver ce qui est neuf et révolutionnaire dans chaque enfant que l'éducation doit être conservatrice, c'est-à-dire assurer la continuité du monde. » Merci à Marie-Rose Moreau, sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui. Merci Marie-Rose d'avoir cru en moi et aux potentialités du métissage. Ça me fait bafouer. On vous laisse la parole justement, Marie-Rose, Thierry et Monsieur Rébon. Merci beaucoup. Alors, il nous reste des petits moments à partager avant d'aller d'être obligés de se séparer et d'aller boire un verre ensemble. Donc, on va vous faire une conclusion à 3 voix et puis nous entendrons ensuite, nous chanterons avec Sancho. Alors Thierry, quelques mots de conclusion. Alors, quelques mots très rapides. Alors, journée passionnante autour de cette recherche NAMI. Je voulais rebondir un petit peu sur ce que disait l'intervenante de l'ADJI qui me semblait important. On pourrait avoir l'impression, avec de tels dispositifs qui sont effectivement des dispositifs d'expertise, qui ne sont pas reproductibles de la même manière partout, on pourrait avoir l'impression qu'on vit un peu dans un monde merveilleux où on a plein de moyens pour un tout petit nombre de patients. En fait, il ne faut pas le voir comme ça. Ce sont des dispositifs effectivement d'expertise et de recherche qui sont menés avec les universités et qui nous permettent d'apprendre des choses qui seront après transmissibles. Il ne s'agit pas de reproduire le même dispositif partout, c'est pas possible évidemment, ni de faire la même chose partout. Par contre, ce qu'on apprend là, ce qu'on comprend là des mécanismes, des besoins de ces jeunes, c'est des choses qu'on peut après diffuser, échanger, partager. Et je pense qu'un des points forts de cette journée aussi, c'est le public extrêmement multi-professionnel et multi-origine professionnelle, bénévole, etc. Et je pense que, comme on l'a déjà un peu fait dans le cadre de cette recherche, on a beaucoup à apprendre aussi des personnes qui s'occupent de ces jeunes. Et c'est un travail qu'il faut continuer. Je pense qu'on est tous
d'accord là-dessus. Donc avec ce double mouvement de rediffuser ce que nous on apprend et ce qu'on comprend, et puis d'apprendre de ceux qui sont au contact de ces jeunes. Et puis juste un dernier mot quand même pour insister sur, c'est un peu, vous pensez que c'est mon obsession, mais sur ceux qui ont des troubles psychiques constitués et qui, en raison de ces troubles, ne peuvent pas aller à l'école, ne peuvent pas s'inscrire dans une relation éducative, ne peuvent pas faire valoir leurs droits, ne sont pas crus, pas compris, etc. Et là, je pense qu'on doit vraiment, là aussi, mettre le paquet et mobiliser les psychiatres et les pédopsychiatres et les psychologues sur cette question. On est très en retard sur d'autres pays. Si vous regardez sur la littérature scientifique, sur PubMed ou sur les serveurs comme ça, on voit qu'il y a plein d'articles écrits sur les mineurs isolés par des équipes allemandes et par des équipes nord-américaines qui ont d'autres problèmes de mineurs isolés avec l'Amérique centrale et du Sud, mais très peu de travaux qui viennent de France. Alors je pense qu'il faut lutter contre le mouvement actuel et c'est une priorité de santé publique, il me semble, et ce travail est le premier en France, il faut le poursuivre et en inventer d'autres, je pense. Bon, merci à tous. Merci beaucoup Thierry. Quelques mots, ensuite je passe la parole à Jean-Paul Raymond. Quelques mots pour vous proposer, non pas une conclusion, mais une ouverture. D'abord dire vraiment merci, vraiment mille merci à tous ceux qui ont effectivement participé, permis, ici, ailleurs, enfin tous ceux qui ont fait qu'on était là tous ensemble aujourd'hui. Moi, quand je serai grande, j'aimerais bien travailler dans une tour de Babel avec plein de gens comme ça, qui s'arrêtent ensemble pour penser ces questions, qui sont des questions vraiment des leçons d'humanité. Alors, j'ai pensé en conclusion vous raconter très vite une toute petite histoire qui m'a beaucoup appris, que j'avais préparée pour ce matin, avec une jeune fille. Je ne sais pas si l'équipe éducative, j'ai pas vu son éducatrice, mais elle est peut-être dans la salle, elle reconnaîtra l'histoire que je vais raconter en quelques secondes. Et cette éducatrice a joué un rôle extrêmement important dans le destin de cette jeune fille, dont le vrai nom, mais elle m'a autorisé à vous le dire, son vrai nom c'est Happy Joy. Et Happy Joy, c'est une jeune fille qui s'est retrouvée, une toute petite jeune fille qui s'est retrouvée par des aléas d'une histoire familiale complexe, abandonnée à Roissy avec un faux passeport, et donc confiée elle a été confiée d'abord à la France et à ses institutions de protection. Et Happy Joy, ça a été une des premières à nous aider à imaginer un dispositif dont on a peu parlé aujourd'hui, mais qui est le dispositif, la technique des 3 objets. Lorsqu'on a des adolescents ou des enfants qui ont du mal à raconter leur histoire et on a du mal à se rencontrer, on a du mal à échanger des mots. Il y a les médiateurs, on a dit l'importance tout à l'heure, précieuse. Et puis il y a aussi des techniques qu'on peut partager. Une des techniques, c'est, avec tous les éléments qu'on a dit tout à l'heure, c'est de leur demander de nous amener un objet qui représente pour eux ce qu'ils ont quitté, leur présent et ce qu'ils imaginent. Or, dans le travail avec les mineurs isolés, le futur, ce qu'ils imaginent demain, c'est quand même très très important. On l'a vu dans cette capacité ensemble, avec tous ceux qui s'occupent d'eux, à imaginer demain. Et alors, cette jeune Happy Joy, elle a amené 3 objets. Une bretelle de soutien-gorge pour le passé. La bretelle de soutien-gorge, c'est tout ce qui lui restait d'une relation très forte qu'elle avait eue avec sa grand-mère. Et grâce à cet objet qui lui est resté, elle a été arrachée brutalement à sa grand-mère pour venir en Europe.
Et grâce à cet objet qui lui a servi d'objet beaucoup plus qu'un objet transitionnel, un objet qui lui a permis de rester vivant, de se sentir capable d'éprouver des sentiments de tendresse vis-à-vis des gens qui étaient encore autour d'elle, de son éducatrice, cette éducatrice par exemple qui a imaginé des tas de choses, y compris de l'emmener à l'église le dimanche matin, une église pour qu'elle retrouve quelque chose qui lui était essentiel. Alors une bretelle de soutien-gorge. Le présent, c'était quelque chose, c'était une image d'une baguette de pain. Alors sans doute c'était une représentation de Paris et de la France, mais c'était aussi son avidité, son besoin de s'inscrire d'être capable de faire quelque chose qui a un sens et qui a un sens par rapport à ici, mais aussi par rapport aux gens qu'elle avait laissés chez elle. Donc une baguette de pain. Et puis pour l'avenir, c'était une belle robe blanche de mariée, qu'elle rêvait de mettre lorsque, comme Sancho et Marie, elle allait se marier. Et elle allait se marier sans doute en Afrique, tout près de chez sa grand-mère, et elle allait mettre deux tenues. Une tenue blanche, comme dans les rêves de petites filles françaises, et une tenue d'Afrique, comme dans les rêves de petites filles d'Afrique. Et à partir de là, elle a déroulé à la fois ses besoins du présent, ses engagements dans son projet éducatif et dans cette relation essentielle avec son éducatrice et avec l'institution qui l'a protégée, et puis avec l'avenir. Alors donc, je voulais juste raconter cette histoire d'une jeune fille étonnante qui a bravé monts et merveilles pour rester debout et pour se construire un parcours qui a un sens. Et je crois qu'effectivement, Thierry le disait, en entendant aujourd'hui tous les éléments qui ont été amenés, et on voit qu'il y a un enjeu effectivement de prévention, et nous, notre proposition, c'est des dispositifs qu'il faut faire varier, hein. Il y a plein de possibles, mais par exemple, il y a ce projet en discussion donc de MedAlliance, donc d'aller faire des médiations dans les différents lieux où on en a besoin pour les mineurs isolés. Puis il y a le dispositif de soins qui est celui dont on a parlé, Nami, à la Maison de Solène, pour pouvoir travailler de manière transculturelle avec ces adolescents, mais aussi continuer à apprendre pour travailler, soutenir, accompagner et ouvrir les imaginaires de tous ceux qui travaillent avec ces adolescents, parce que quand même, et même la dernière question tout à l'heure nous ramenait à ça, face à des difficultés extrêmement fortes, une réalité, une pression, une traite, des problèmes politiques, on n'est pas dans un monde de bisounours, on le sait, avec ces questions de mineurs isolés qui sont pris dans des réseaux incroyables. Eh bien, une des premières choses aussi, c'est qu'on soit capable d'imaginer des possibles et des possibles avec des outils qui nous aident à traduire ces possibles. Et donc ça sera pour moi un des éléments de conclusion, et je donne la parole à Jean-Paul Raymond. Merci beaucoup. Moi, après une journée comme celle-ci, je suis plein d'espoir, parce que d'une part, d'abord vous êtes restés très longtemps et très nombreux, ce qui est quand même un signe d'intérêt très fort pour ce genre de journée, mais vous êtes aussi venus pratiquement de toute la France, et je pense que nous avons peut-être des messages à faire passer aussi. C'est-à-dire, je crois réellement à ça, c'est-à-dire que on a vu que nous constituons une grande communauté à la fois d'élus, de professionnels, de militants, de bénévoles, très impliqués sur cette question-là. Et je pense c'est en tout cas un signe d'intérêt, et je vous garantis que si on se projette simplement 5 ans ou 6 ans en arrière, on n'en était pas là. Donc vraiment, nous avançons à grands pas. Je sais que c'est vraiment du débat qu'il y a dans les départements, qu'on a tendance parfois un peu trop à opposer justement ceux qui sont du côté des finances, ceux qui sont plutôt sur le terrain, ou ceux qui réfléchissent. Et je crois que là, il faut bien qu'on ait conscience que, et moi c'est un des éléments forts que je retire aussi de ces journées-là, c'est qu'il y a de la recherche, il y a vraiment des gens qui sont passionnés,
à l'endroit où ils sont aujourd'hui et professionnellement, il y a de l'engagement, ce qui est aussi extrêmement fort. Et je le sens quand même très très fort, y compris au niveau de nos professionnels, hein. Mais ça je le savais déjà. Et je trouve que c'est un peu ce côté un peu magique qu'il faut qu'on travaille, qu'on arrive à tricoter. Et je suis très sensible à ce que vous disiez sur le fait qu'on produit peut-être pas suffisamment. Et il y a un peu trop peut-être de clivage entre ceux qui produisent, ceux qui réfléchissent, ceux qui sont à la manœuvre, ceux qui sont vraiment la tête dans le guidon, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le secteur social, comme dans ce domaine-là très particulier, nous avons des marges de progrès à faire. Voilà, c'est vraiment ce qu'on va essayer de faire, en tout cas sur Paris. Alors, si peut-être on n'a pas développé évidemment tout ce qui se passe à Paris, mais vous avez senti quand même qu'il y a une volonté politique très forte, qu'il y a aussi un engagement de la part des professionnels pour accompagner cette volonté politique à la fois de la maire et de Dominique Versini et de tout l'exécutif. Il y a vraiment une prise de conscience aussi des maires d'arrondissement sur la nécessité réellement d'agir. Je pense que ça, c'est extrêmement important, que tous les échelons soient partie prenante. S'il y a un message que, en tout cas, je peux vous faire passer et que je peux vous dire, c'est que vous êtes quelque part, chacun à votre place, un peu les ambassadeurs, finalement, un peu de cette éthique, de cette manière de travailler. Et je pense que c'est extrêmement important. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi, j'ai découvert, en tout cas, des métiers, des implications extrêmement précises, très pointues, avec une attention vraiment à l'individuel, à la personne du jeune, extrêmement poussée, et que ça me paraît véritablement déterminant pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on a une très grande diversité et chacun a sa place. Chacun a sa place, chacun est un maillon de ce grand processus que nous engageons tous. Alors moi, je voudrais quand même finir par vous remercier, en tout cas chaleureusement, au nom de la maire et de Dominique Versini, pour toute votre implication, pour cette organisation magistrale. Remercier aussi les intervenants, parce que c'est pas facile de monter sur scène, d'avoir 200 ou 300 personnes devant nous comme ça, pour s'exprimer. C'est jamais simple, c'est quand même un bel exercice. Voilà, tout le monde n'a pas l'habitude et je pense que c'est en même temps une façon d'apporter, de donner un peu quelque chose dans un mouvement qui est très généreux. Voilà, merci à tous. Merci. Merci pour votre engagement et on va chanter avec Sancho. Bon, alors quand même, je tenais à remercier Serge et Marie-Rose de m'avoir convié ici parce que c'est vraiment un grand honneur et je suis ravi de pouvoir participer avec quelques chansons. J'en profite aussi parce que je crois que j'ai jamais eu vraiment l'occasion de le faire, mais pour remercier Thierry Bobet, parce que ça fait presque une dizaine d'années que j'ai le plaisir d'animer un atelier d'écriture hebdomadaire à la maison des adolescents de l'hôpital Avicenne, et c'est vraiment une expérience fondamentale dans mon parcours. Et je voudrais vous remercier vous, parce que vous allez m'aider à chanter le refrain de la chanson. Alors, c'est très simple. En fait, quand je vais dire po, 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 vous allez dire pauvre Sancho. Voilà. Alors je vous montre le truc, on va essayer de faire un petit test ensemble, ça fait comme ça. Po, 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 pauvre Sancho. Je vais essayer avec vous. Po, 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 po. Ah ouais, c'est pas mal, mais je pense que vous pouvez faire mieux. N'hésitez pas vraiment à vous lâcher, à chanter très fort. Po, 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 po. Alors là, c'est parfait. Si vous pouvez garder la même énergie pour la chanson, je vous en serai éternellement reconnaissant. Je m'appelle Sancho, je suis brésilien, je viens de Rio de Janeiro. Mon père est un grand chirurgien et ma mère s'appelle Roberto. Mes parents sont un peu spéciaux, forcément j'ai dû m'adapter. J'assume pas trop, c'est pour ça que je dis à tout le monde qu'ils m'ont adopté. Quand j'étais petit, Roberto ne me chantait jamais de berceuse. J'ai grandi maintenant, le voisin me réveille avec sa perceuse. J'ai des problèmes psychologiques et des problèmes de libido. Si l'existence est un cadeau, la mienne est un très gros fardeau. Po, 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 po. Je suis né un vendredi 13, po, 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 po. Et j'ai le cul entre deux braises, po, 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 po. Pauvre Sancho. Ma vie est nulle, c'est pathétique, po, 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 po. Pauvre Sancho. J'ai le
complexe du pauvre type. J'ai trouvé la femme de ma vie sur internet, elle est canon. J'avais pas les moyens de l'acheter, alors je l'ai prise en location. L'amour c'est pas ma vocation, entre les craintes et les contraintes, je l'aimais tellement concrètement qu'elle a fini par porter plainte. Je garde un super souvenir de mon petit séjour en prison. En sortant j'ai vu un psy mais il en a fait une dépression. J'ai pas d'avenir, je sais mais ça ne m'empêche pas de me faire du souci. J'ai juste envie de vous dire que ma vie est dure comme du pain rassis. Pop, 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 pop. Pauvre Sancho, Je tourne en rond, ça me fatigue. Pop, 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 pop. pauvre Sancho, Et je me noie dans un verre vide. Pop, 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 pop. pauvre Sancho, C'est une chanson thérapeutique. Pop, 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 pop. pauvre Sancho, J'ai le complexe du pauvre type. Tout le monde craint la fin du monde. Et moi, je crains la fin du mois. Ma vie est nulle et à la longue, je ne sais plus quoi faire de moi. Le juge m'a donné son verdict. Il trouve que j'ai une vie merdique. Je m'en sors pas si mal au final. L'important, c'est le principal. Po, 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 po. pauvre Sancho, Je chante un peu à mon insu. Po, 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 po. pauvre Sancho, Parce que j'ai une voix sans issue. Po, 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 po. pauvre Sancho, Ma vie est nulle jusqu'à la fin. Po, 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 po. pauvre Sancho. En plus, vous avez mal chanté le refrain. Merci. Et merci Sancho, génial.